de ses activités. Président Vandakani, allons à présent vers le Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou, à la grande surprise, en tout cas moi j'étais surpris, on constate qu'il a négocié et obtenu un cessez-le-feu dans cette guerre qu'il a déclenchée contre le Hezbollah du côté du Liban. Bon, ben non, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Sa cruauté, sa pollution criminelle, n'est-ce pas Bachir, ça a des limites. Hein? Oui. Vous pouvez être le plus grand criminel de la terre, mais vous vous arrêtez à un moment donné, là où les lois objectives de la vie, les lois objectives de la nature, bon, vous arrêtez. Quoi qu'on dise, c'est pas parce que le fait d'avoir zigouillé les dirigeants, que ce soit du Hamas et du Hezbollah, ne confère pas à Israël une victoire militaire. Oui. Aucunement, aucunement. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et puis, la défaite morale d'Israël est consacrée. Aujourd'hui, c'est établi. Netanyahou est discrédité, c'est un criminel, il est discrédité. Il est très très contesté à l'intérieur, et les fissures, les désaccords sont énormes au sein de l'appareil gouvernemental. Ça s'est traduit par sa séparation avec l'ex-ministre de la Défense. Oui. Les otages ne sont pas toujours libérés. Et puis, il y a un changement politique très important pour la géopolitique mondiale au niveau des États-Unis, même si on l'a souvent considéré de manière seulement légère que M. Donald Trump était un ami de Netanyahou, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Entre eux, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié, ce qui n'est pas vrai. Donc il y a tout un concours de circonstances qui, n'est-ce pas, favorisait, n'est-ce pas, un événement comme celui-ci. Ce n'est pas une surprise. Oui. À défaut de le faire avec le Hamas, on le fait avec le Hezbollah. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi, ça ne pourrait pas être vu aussi comme une sorte d'aveu d'échec dans ce qu'il voulait réellement faire, parce que l'intention était quand même d'exterminer le Hezbollah à travers sa guerre contre le Hamas. Bon, d'abord, il avait échoué le jour où il avait commencé. Puisque je vous dis, on nous a menti sur ce qui s'est passé le 7 octobre. On a menti parce que les versions officielles sont fausses. Oui. Ouais. On ne peut pas être juge et parti. Maintenant, on sait beaucoup de choses, ce qui s'est passé. On sait beaucoup de choses. Par exemple, on a enlevé les gardes aux frontières à la veille, Bachir, à la veille, à quelques heures de l'opération, oui. Alors que l'armée israélienne était au courant de ce qui se tramait. Oui. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a menti. Il y a eu de la propagande. Et le fait qu'on a menti montre que Netanyahou cherchait un prétexte pour épancher sa pulsion criminelle, sa pulsion génocidaire. Donc il avait déjà échoué. Ceux qui étaient informés avaient déjà échoué parce que moralement c'était irréalisable, c'était inacceptable. Voilà, donc on est dans l'échec d'une stratégie que Netanyahou a construite pendant des années, des décennies, à savoir discréditer la cause palestinienne, l'effacer dans la mentalité mondiale, en remplaçant la cause par une nature terroriste, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent la réaction palestinienne. Oui. Donc ce projet-là, il a échoué. Derrière cette stratégie, bien évidemment, il y avait des gros intérêts financiers et économiques à Gaza. Il y a beaucoup de richesses sous Gaza. Il y a de grands enjeux économiques, tout ça. Il y a tout ça derrière, quoi. Alors, Bachir, on a affaire à un criminel, un criminel qui, je le répète encore, qui est habité par une pulsion criminelle inhumaine. Ça s'est manifesté là. Tout ça a été couvert par une propagande internationale. On a brutalisé les gens, on a menti, on a désinformé pour masquer le fait que tout l'Occident cautionne un génocide, tout l'Occident protège un génocidaire en plein jour, mon cher Bachir. Donc, ça allait se fatiguer, ça allait s'épuiser. Ils ne peuvent pas gagner. Et pourtant, on présente quand même les États-Unis et la France comme étant ceux qui ont, si vous voulez, manœuvré pour à l'aboutissement de ce cessez-le-feu avec le... Oui, bien sûr. Ouais. Il fallait bien ça, puisque Kamala Harris n'ayant pas gagné, tout le plan qu'il y avait derrière Kamala Harris, là, je vous rappelle qu'elle remplace l'intelligence par les talons qu'elle porte à tout vent et un sourire guégonard. Donc, alors que elle basait sur l'intelligence. Donc, si Kamala Harris avait gagné, tout le plan là, la guerre
se serait intensifié et il y avait même les plans pour une confrontation mondiale, n'est-ce pas? Même si ce n'était pas généralisé, mais mondiale, avec, par exemple, la Russie, pour ne parler que de la Russie. Oui. Donc, ça a échoué, ben, on essaye de sortir avec Bachir un peu d'honneur. On veut blanchir ses crimes, son image. Le vaurien de l'Élysée sort. Mais est-ce qu'il est possible, justement, est-ce qu'il est possible de sortir avec honneur, puisque dit on voudrait sortir avec honneur, oui, est-ce qu'il est possible de sortir avec honneur quand on sait quand même que la Cour pénale internationale, elle est ce qu'elle est, mais elle a envisagé quand même... oui. D'abord, fondamentalement, oui. Kamala a échoué pour le plan, parce qu'il fallait gagner aux États-Unis pour continuer, pour passer à une autre étape de tout ce qu'on a fabriqué dans l'épicentre de Gaza, oui. Mais qui a un objectif qui était plus large, qui était plutôt mondial. Oui. Je vous dis, ça a échoué. Et arrive au pouvoir aux États-Unis quelqu'un qui est clair et dit moi je veux la paix en Ukraine. Oui. Et même au Moyen-Orient, il va négocier la paix. Oui. Le Trump de 2020 ou de 2016 n'est plus le même Trump aujourd'hui. Oui. Ces relations avec Netanyahou ne sont pas ce que les gens imaginent. Donc Trump c'est un transactionnel, il est pragmatique et réaliste. Les conditions aujourd'hui font que moralement Netanyahou n'est plus fréquentable. Et on veut le sacrifier pour préserver Israël. On veut le sacrifier pour sauver, n'est-ce pas, le cartel dont il n'était que l'exécutant majeur. Donc, voilà pourquoi je parle de vouloir fabriquer une sortie d'honneur. Macron veut bien, il faut bien que Macron ait un cessez-le-feu pour parader sur la scène politique française où, à tout moment là, il peut être destitué parce que si le gouvernement tombe, il n'est pas exclu que ça débouche sur l'exigence forte de sa démission. Oui. Dans la situation en France, voilà. Oui, elle est très tendue en tout cas, la situation. Voilà. Oui. Il faut qu'il y ait une tribune où il fait semblant d'exister, le rôle international de la France, toujours. Et en ça, il y a même la symbolique du Liban. Le Liban, c'est la France. La France n'existe qu'au Moyen-Orient, en grande partie que par le Liban. Oui. C'est-à-dire, la situation que le Liban vit a achevé de convaincre les gens sur l'inutilité géopolitique de la France dans le monde. Et le caractère désormais atone de sa voix. Sous M. Macron, chez tout ça, il faut bricoler ça. Je ne parle même pas du sénile. À partir du moment où le sénile universel, vous voyez ça, je l'appelle le sénile universel, est foutu, il est sorti. Macron a encore 2 ans. Il faut essayer de sauver le soldat Macron d'une certaine manière ou d'une autre. Oui. Parce que, en même temps, la défaite du sénile universel, son départ, et l'échec du plan, si c'est suivi de la chute de Macron, c'est beaucoup pour l'état profond. Oui. Donc on bricole un peu un truc. C'est-à-dire que l'Occident s'effondre là. Pour donner un peu du crédit à Macron, qu'il donne un peu une certaine présence internationale. Et vous avez vu après, il allait faire un discours en France pour dire voilà, j'ai aussi le feu et tout et tout. Qu'il n'a pas pu obtenir, n'est-ce pas, à Gaza. On a pu obtenir à Gaza, par exemple. Donc voilà, donc c'est tout ça. C'est une des gesticulations. Alors parlons un tout petit peu de ce mandat de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Ben écoutez, nous, les panafricanistes, nous militons pour la destruction de la CPI. Nous ne reconnaissons pas la justice internationale. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est du brigandage, c'est de l'escroquerie, c'est de la sorcellerie. Donc, au préalable, il faut le dire. Voilà. Oui. Maintenant, ne comptez pas sur moi pour féliciter la CPI, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas Netanyahou qu'il faut seulement arrêter. Il faut arrêter Israël, il faut stopper Israël. Il faut arrêter tous ceux qui ont protégé Netanyahou, qui ont cautionné sa démarche. Son génocide. Tous ceux qui l'ont encouragé, qui l'ont armé, qui l'ont financé. Ça veut dire qu'il faut arrêter le sénile universel. Et c'est véritable que, bon, lui, il n'est qu'un pantin dans les mains du criminel Obama et de tous les Larry Clinton, le couple Clinton, les Nancy Pelosi. Voilà des assassins qu'il faut attraper. Donc il faut arrêter Trudeau du Canada. Il faut attraper évidemment le Tintin de l'Élysée. Il faut attraper la sorcière de l'Union européenne. Donc, une fois de plus, on est dans une opération, je répète, qui vise à sacrifier l'exécutant du premier plan pour protéger Israël en l'État. Mais c'est qui Israël? C'est l'État colonialiste, c'est l'État qui pratique l'apartheid, c'est l'État qui génocide le peuple palestinien et qui fait subir à l'humanité une défaite morale, une défaite éthique rarement atteinte.
Est-ce que la que démarche quelqu'un génocide en plein jour, en plein début du 21e siècle, et pendant ce temps, les gens fanfaronnent sur le plan international, on ne peut pas dire c'est une honte. Est-ce que la démarche de la CPI ça consacre la défaite totale aurait pesé d'une certaine manière? Est-ce que la démarche de la CPI aurait pesé d'une certaine manière dans l'aboutissement de cessez-le-feu? D'abord, il ne sera pas arrêté. Ils vous ont dit qu'ils ne vont pas l'arrêter. Donc, une fois de plus, le petit procureur de la CPI qui veut communiquer pour dorer le blason d'une institution criminelle discréditée qui ne sert à rien, mais ça va s'arrêter. Maintenant, il a voulu se distraire, il dit qu'il va l'arrêter le président de la Bimani. Bon, tout ça, ça fait pitié. Donc, la CPI, pour nous, ne sert à rien dans le monde. C'était un instrument géopolitique en vue de la recolonisation du continent africain, en particulier, et de l'accélération de l'agenda mondialiste dans le monde. Les peuples doivent être souverains, ils se donnent la justice qu'ils veulent, et quand ils ont des dirigeants qui se transforment en tyrans, on laisse à ces peuples-là de renverser leurs tyrans. Il n'y a pas cette histoire de justice internationale qui ne signifie rien, Bachir. Dans son essence et dans sa mise en œuvre, dans sa structuration en tant que juridiction, elle ne sert absolument à rien. Elle fait honte au droit et elle fait honte à l'idée de justice. Président Bandakani, est-ce que ce cessez-le-feu pourrait être le départ ou le début de la fin de la guerre même à Gaza? Faites pas de politique et la géopolitique avec des vœux. Non, ce n'est pas avec des vœux. On mesure les rapports de force et on voit les dynamiques qui sont à l'œuvre au niveau des changements des dirigeants, etc. L'arrivée du président Donald Trump aux États-Unis, évidemment, va modifier, va changer les choses. Lui-même, Trump n'a pas le choix. Il fait face à des changements géopolitiques majeurs dans le monde, avec un rôle de plus en plus déclinant de la puissance américaine. Il va faire avec ça. Et puis, il n'a pas le choix. Il va s'occuper de l'Amérique d'abord à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a été élu. La pression et la demande des électeurs est telle qu'il n'aura pas assez de temps pour aller faire les guerres comme premier mandat. Donc, du coup, il doit essayer d'éteindre certains épicentres stratégiques, n'est-ce pas, et se concentrer sur son plat préféré. C'est la Chine. Voilà, c'est la Chine. Donc, à partir de là, oui, on peut espérer que ça peut créer les conditions d'une espèce d'abaissement de la violence de la guerre au niveau du Moyen-Orient. Mais ça, il ne faut pas la géopolitique avec les vœux. Très bien. On voit très bien les rapports de force, on voit les modifications qui vont s'opérer à travers l'action de nouveaux dirigeants. Mais le cessez-le-feu, ça augure, ça trace, ça montre que les guerriers, les génocidaires comprennent que, bon, il y a une nouvelle donne. Ils se donnent déjà les moyens de s'adapter sans perdre la face. Ben, ils ont déjà perdu la face. Président Bandakani, comme toujours, en sortant de ce sujet, l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique pourrait retenir de tout ce qui a pu se passer jusqu'ici, du déclenchement de cette guerre inutile jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui d'un cessez-le-feu? La première chose, Bachir, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis 15 ans, les panafricanistes, pour dire que le fait d'être faible, c'est là ta force. Le fait d'être faible est ta force. Il y a aujourd'hui de nouveaux théoriciens de la géopolitique mondiale qui travaillent sur cette notion de force de la faiblesse. Les Africains doivent comprendre ça aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, Bachir, il y a une espèce d'équilibre de la puissance qui crée une opportunité pour les nations dites faibles. Pourvu que ces nations aient de l'imagination. Que ces nations transforment en force géopolitique justement leur faiblesse. La géopolitique est en train de sortir de ses racines territoriales, géographiques, brutales, militaires, etc. Pour basculer dans un nouvel ordre qui sera basé plus sur les valeurs, sur une certaine éthique universaliste qu'on saura mettre en avant. C'est ça, mais ça ne demande pas d'être très puissant militairement pour un départ, mais d'être très offensif au niveau de construire une puissance axiologique pour user des valeurs qui dessinent de nouvelles perspectives pour l'humanité. Mettez-vous en première ligne. Bachir, ça marche. Ça marche. Dans un monde multipolaire, ça donne la possibilité de jouer sur ces leviers-là. Et l'Afrique, n'est-ce pas, a toutes ses chances. C'est en cela qu'il faut tirer. C'est en cela que
nous nous impliquons à fond, Bachir, dans ces conflits-là. Et souvent, certains disent que, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça ne nous concerne pas. Mais ils ne comprennent pas. La géopolitique, c'est globalisé. C'est globalisé, donc tous les problèmes du monde sont les problèmes que nous devons prendre à charge, Bachir. Justement, dans cette perspective, de profiter de cette nouvelle évolution de la géopolitique qui va dans le sens d'espoir des valeurs. Quand un pays comme la Russie décide, par exemple, que le transgenre et la transidentité constituent désormais, participent désormais du terrorisme. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez là une évolution qui est un indicateur clair de ce que je suis en train de vous dire. Là, quand vous regardez un président comme Donald Trump qui arrive, il vous dit que moi, les 15 000 transgenres qu'il y a dans l'armée, allez chercher notre travail. Démissionnez avant que je n'arrive, sinon je vais vous licencier. Vous le voyez, Bachir, ça veut dire quoi? Vous avez là un indicateur, n'est-ce pas, de cette nouvelle évolution de la géopolitique. Bachir, ici, on peut avoir des conflits géopolitiques sur le terrain de ce que j'appelle les intérêts classiques séculaires de la vieille géopolitique. On peut avoir des conflits économiques, on peut avoir des conflits stratégiques. Mais Bachir, est-ce qu'on peut nier qu'on va se retrouver au niveau des valeurs? On va converger. Si les Africains sont tous contre cette saloperie, cette sorcellerie qu'on appelle transgenre, transidentité, vous faites comment pour ne pas vous retrouver avec Donald Trump sur ce terrain-là? Ce n'est pas le seul terrain. Vous pouvez vous retrouver, on se retrouve sur la défense de la souveraineté. Trump, ce n'est pas un mondialiste. Vous vous retrouvez tout en ayant des divergences violentes. Mais vous vous retrouvez. Vous avez des divergences violentes, créer des convergences fortes. C'est un niveau de... Il y a toujours quelque chose qui c'est un niveau de complexité de la géopolitique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique. Extraordinaire. Il faudra savoir jouer. Il faudra savoir mobiliser nos populations dans une nouvelle diplomatie géopolitique. Cette fois-là, qui n'est pas seulement... qui ne consiste pas seulement à prendre en charge les intérêts nationaux, mais rapidement, plus on voit aujourd'hui que les intérêts nationaux ne vont pas prospérer sans une perspective globale. Il faut savoir donc articuler les intérêts nationaux avec la perspective globale. Et par rapport à ça, Bachir, le panafricanisme est le seul médiateur valable. C'est la seule instance valable qui permet de réussir cette articulation. Bachir, donc c'est une opportunité extraordinaire, Bachir. Des présidents comme Traoré, l'ES l'a compris. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que le président Traoré burkinabé est en train de faire, quand il donne de la nationalité burkinabé à des Chinois, on est dans cette géopolitique-là, Bachir. Dans cette géopolitique-là. Donc c'est beaucoup d'opportunités. Moi, je vous dis, ce terrain-là, Bachir, quand on parle de l'émergence d'un Sud global, ce Sud global-là, il a quoi en termes militaires? Il n'a pas grand-chose sur le plan militaire. Mais il est puissant. Parce que lui, désormais, il est à l'abri de toutes les dérives dans lesquelles les vieilles puissances géopolitiques se sont abîmées. Sud global, il est porteur de renouveau, il est jeune à tout point de vue, il est la réserve des valeurs de l'humanité à tout point de vue. L'avenir, c'est le Sud global. Non, mais c'est à nous de savoir anticiper cette évolution-là, Bachir, pour être des acteurs majeurs de ce monde nouveau. C'est à nous de savoir anticiper donc pour être des acteurs majeurs de ce monde de nouveau. Merci, Président Bandakani. Voilà qui referme cette première partie. C'était notre mise en bouche. Allons.